en welkom op deze lezing over Don Belo en het klooster van de Visitatie, waar de laatste maanden zoveel om te doen was. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous accueillir ici pour cette conférence sur le cloître de la Visitation et son architecte Don Paul Belo. Ik zal eerst een klein woordje zeggen over de vereniging Discover Krainem. Velen onder u kennen die vereniging al, maar velen ook komen voor de eerste keer in contact met deze vereniging. Dus kort gezegd, dit is een erfgoedvereniging die opgericht werd in mei 2020. Dus dat is een heel jonge vereniging. We hebben eerst 2 jaar als feitelijke vereniging gewerkt, donc comme association de fait, mais 2 ans plus tard, nous nous sommes transformés en ASBL. Voilà pourquoi, parce que nous avions besoin d'avoir la personnalité juridique pour pouvoir travailler de manière plus efficace. Plus fort? Oui, encore plus fort? Ou rapprocher le micro de ma bouche. Voilà, donc nous sommes 4 amis, 4 cofondateurs, tous les 4 ici présents. Alors, je pensais qu'il y aurait un tout petit peu plus de lumière dans la salle et que je pourrais vous les montrer, mais là je ne les vois plus. Mais en tout cas, notre président est là et il s'appelle Luc Maas, voilà, il lève la main. Nous avons, donc Luc est depuis sa plus tendre enfance à Krainem et depuis des décennies, il s'intéresse à l'histoire de la commune, le tissu de rues, les moyens de transport, le patrimoine, etc. Donc c'est le pilier de notre association. Nous avons ensuite, comme vice-présidente, où est-elle? Voilà, Evelyne Leclerc, que beaucoup connaissent comme bibliothécaire de la bibliothèque néerlandophone. C'est notre historienne. Et puis il y a Laurence, voilà, qui est là, qui est notre juriste. Et puis il y a moi. Donc Laurence est trésorier et moi-même je suis secrétaire. Voilà, alors donc nous, Discover Krainem a pour vocation d'étudier le patrimoine immobilier mais aussi immobilier, de faire connaître ce patrimoine à ses habitants, donc d'organiser des visites, des conférences, de faire du travail d'archives. Nous nous efforçons de préserver ce patrimoine, entre autres en parlant aussi aux mandataires politiques qui, nous l'espérons, nous prêteront une oreille attentive. Et nous voulons le mettre en valeur. Et bien sûr, nous nous intéressons aussi à l'histoire de Krainem. En met het klooster van de Visitatie maken we dus iets uitzonderlijks mee. Zolang het klooster werd bewoond door de zusters Visitandinen, mocht niemand daar binnen en kon niemand het klooster bezoeken. Le cloître restait secret, fermé au regard. En outre, il était en danger car il est très difficile d'entretenir un bâtiment aussi grand et qui plus est protégé par les pouvoirs publics. Et donc, nous étions nous-mêmes assez inquiets car il y a quelques années, des promoteurs immobiliers le lorgnaient aussi. Et low batterie, je vais peut-être changer de micro alors. Voilà. Nog duwen? Ja, wacht. Ja, dat is nog goed. Voilà. Ça va mieux comme ça? Oui, d'accord. Donc, en peu de temps, la situation a changé du tout au tout,
car, comme vous le savez, le cloître a été acheté par des personnes privées, les religieuses ont quitté les lieux, et les nouveaux propriétaires aiment ce joyau de l'architecture et sont bien décidés à le protéger. Et ce cloître deviendra donc un lieu ouvert à vocation sociale. Et on a permis à Discover Krainen de le faire visiter samedi prochain. Donc les premiers visiteurs seront attendus le 17 septembre. Deze lezing wil u ook op dit bezoek voorbereiden en het klooster situeren in het werk van Paul Bellot. En wie beter dan architecte Lies de Witte kon dit doen? Zij raakte gefascineerd door de gebouwen van Bellot die ze ontdekte in Eindhoven. En ze heeft 3 artikels over het werk van Bellot geschreven. Alors, elle a souhaité se présenter elle-même et je lui cède donc maintenant la parole. Elle va alors expliquer qui elle est. Welkom op deze lezing. Dus mijn naam is inderdaad Lies de Witte, maar ik ben ook geboren in Brussel, in Brusselse stad. En ik ben opgeleid tot architect in Brussel. Na mijn studies ben ik inderdaad verhuisd naar Eindhoven, net over de grens in Nederland. En ik heb een bijzondere eigenschap. Als ik niet weet hoe iets precies in elkaar zit, dan ga ik het bestuderen en uitzoeken. Ik ben dus een onderzoeker. En zo ben ik ook gestart met mijn zelfstudie naar Don Bellot. Ik ben altijd geboeid namelijk door de concepten en ideeën die achter een gebouw zitten. En de ideeën die de ontwerper erbij had. Dus momenteel woon ik dus nog wel in Eindhoven. Ik heb daar een eigen bouwhistorisch bureau. De onderzoeksvraag bij de gebouwen van Don Bellot was bij mij vooral in eerste instantie en nog steeds: waar komt die schoonheid vandaan en die harmonie in zijn werk? Dus ik kwam voor het eerst in contact met een werk van Bellot bij een kapel in Eindhoven, een oog van zijn hand. En daar trad ik binnen in een trappenhal met de sfeer van een klooster. En ik vroeg me daar meteen af van waar komt dit gevoel vandaan, deze sfeer. En ja, ik ben die kapel gaan bestuderen en onderzoeken. Daarna ben ik weer andere werken van hem gaan onderzoeken en zijn archief gaan onderzoeken. En tot mijn verbazing bleek er dus ook een klooster te staan in Vlaams-Brabant, aan de rand van Brussel met name. En die bleek ook bijzonder gaaf en mooi, echt een meesterwerk. Dus ik was totaal verbaasd. Waarom had niemand mij van deze man verteld? En dus ik heb mijn naam hier gestudeerd. Dus heb ik er maar zelf een artikel over geschreven in dit tijdschrift van Monumenten en Landschappen. En dus ja, door dit artikel sta ik nu ook hier. En ik wil graag mijn ideeën daarover met jullie delen. Ik moet ook wel zeggen dat dit onderzoek groter en ruimer is geworden dan enkel Don Bellot. Het is ook een onderzoek geworden naar de Benedictijnen. Dus een middeleeuwse bouworde met erg veel bouwkennis. Het is dus ook Don Paul Bellot die het klooster ontworpen heeft. En de Don is geen voornaam, maar het is een eretitel van een Benedictijnse monnik. En de Benedictijnen zelf, die bleken dus zich ook diezelfde vraag afgevraagd te hebben, die ik dus ook had. Dus hoe bouw je een mooi en een krachtig gebouw? En Don Bellot heeft daarom heel veel referenties naar oude middeleeuwse architectuur die hij in zijn werken terughaalt. Nu gaan we even snel naar de structuur van deze lezing. We starten met de biografie van Don Bellot, daarna komt zijn filosofie en hieruit volgt zijn theorie over het opbouwen van de verhoudingen. En ten vierde wil ik ook kort graag een overzicht geven van zijn projecten, om duidelijk te maken wat een groot bouwmeester Don Bellot was, wat hij allemaal gemaakt heeft. En dan tenslotte komen we terug bij het klooster van de Visitatie en dan zullen al die voorgaande punten terug aangehaald worden. Nou.
je vais prendre Alors, je dois gérer mes lunettes, le micro, le papier. Ça fait beaucoup, mais ça ira. Donc, d'abord, nous allons nous intéresser un petit peu à la biographie de Don Bello. Donc, c'est un Français né à Paris dans une famille d'architectes. Son père était architecte et il a décidé lui-même de devenir architecte à son tour. Donc, il a terminé ses études d'architecture et après, son idée était de renoncer à la carrière d'architecte car il voulait devenir bénédictin. En 1902, il rentre donc comme novice dans l'ordre des bénédictins et il pensait ne plus jamais être architecte. Mais sa vie va se dérouler un petit peu différemment de ce qu'il pensait. Alors je dois d'abord situer un petit peu tout ça dans le contexte de la France du début du XXe siècle. Il régnait à ce moment-là une atmosphère très anticléricale. 1901, il y a une loi sur les congrégations religieuses qui soumet ces congrégations à autorisation, à contrôle de l'État, et l'État pouvait même dissoudre une congrégation religieuse. Donc il y a un vent de panique qui a soufflé parmi beaucoup d'ordres religieux, et les bénédictins, la congrégation de Solesmes à laquelle Don Bello s'était associé, a décidé de partir en exil à ce moment-là. Et donc ils se sont installés à l'île de Wight, dans le sud de l'Angleterre, et c'est donc à l'île de Wight que Don Bello devient novice en 1902. Mais il est architecte. Et très vite, son ordre comprend tout le profit qu'il y a à avoir un bon architecte dans ses rangs. Il n'était d'ailleurs pas le seul. Comme vous le savez, l'ordre bénédictin est très ancien et durant tout le Moyen-Âge, ça a été l'ordre bâtisseur par excellence. Et donc, il faut prévoir des lieux pour installer les moines en exil. Et plus que ça, cet exil s'annonçait comme assez durable, car après la loi de 1901, il y a eu la loi de 1904, la fameuse loi dite Combes, qui interdit aux congrégations religieuses d'enseigner. C'était une sévère restriction de leurs activités. Et puis, ce sera 1905, la grande loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Donc tout ça n'était pas très rassurant pour les moines. Et du coup, on a demandé à Don Bello de songer à la formation qu'il avait, et on lui demande de construire les abbayes de l'exil. Et il y en aura deux au début de sa carrière, l'abbaye d'Oosterhout aux Pays-Bas, et l'abbaye de Quor à l'île de Wight. Donc il commence par Oosterhout à partir de 1906 et il s'attaque au chantier de Quor dès 1907. Donc il faisait des va-et-vient entre les Pays-Bas et l'île de Wight en travaillant sur les deux chantiers à tour de rôle en fait. Alors ce sont des chantiers sur le long terme, interrompus. Évidemment, il y a eu la Première Guerre mondiale. À partir de 1914, les moyens financiers sont très restreints et il devient aussi très difficile de faire des travaux de grande ampleur. Donc, Quor était déjà bien avancé à ce moment-là, mais Oosterhout ne se terminera qu'en 1920. Et donc, l'idée était d'abord de faire une église abbatiale à Oosterhout, et on a dû restreindre les ambitions. Finalement, il y a eu un sanctuaire, mais pas une église. Après ça, en fait, Paul Bello se trouvait bien à Oosterhout. Il avait réussi à installer là un atelier d'architecture, il avait recruté des collaborateurs, beaucoup de Néerlandais, et donc il y restera jusqu'en 1928. Bon,
Pourquoi jusqu'en 1928? Eh bien parce qu'en 1928, les bénédictins décident de rentrer à la maison. Durant les années 20, les choses s'étaient apaisées en France, le mouvement anticlérical s'était un peu calmé, et donc Dom Bello a déménagé à Saint-Paul-de-Bisque dans le nord de la France. Désormais, son atelier d'architecture sera là aussi entouré de collaborateurs. Donc il continue à travailler à la fin des années 20, début des années 30, et puis on l'invite au Canada. Et il va partir au Canada d'abord pour prononcer des conférences. Et ces conférences, Madame de Witte va vous en parler dans un instant, parce qu'il y explique vraiment sa philosophie, sa manière de travailler. Et en fait, après, dans les années 30, il a eu du mal à revenir, parce qu'il y avait une crise économique, et aussi la guerre a commencé vite après. Et donc, il a travaillé sur les chantiers du Canada, et il est décédé à Montréal en 1944. Alors, notre grande source de connaissances de Paul Bello, ce sont évidemment les bâtiments qu'il a réalisés, mais il y a aussi un fonds d'archives très important que Madame de Witte connaît bien, qui est à Roubaix. Donc c'est les archives du monde du travail. Voilà, alors, beaucoup de... Maintenant, il y a une carte que je dois montrer, voilà, qui est tirée de l'ouvrage de synthèse de Gulot que j'ai apporté, que vous pourrez, si vous voulez, feuilleter tout à l'heure. Donc les petits points vous indiquent tous les endroits où il y a des édifices réalisés et conservés. Beaucoup de projets n'ont pas abouti, faute de moyens par exemple, et donc cela ne figure évidemment pas sur la carte. Donc je vais parcourir un petit peu par ordre chronologique. Donc on doit commencer toujours par Oosterhout et Coor. On doit commencer par là, mais on en parlera plus en profondeur tout à l'heure quand on vous montrera quelques photos de ces édifices très importants et très réussis du point de vue architectural. Dans les années 20 et 30, surtout dans les années 20, Dom Bello est aux Pays-Bas, et donc la plupart de ses réalisations sont aux Pays-Bas. Donc vous voyez qu'il y a un grand nombre de petits points qui indiquent, alors le numéro 2 sur la carte, c'est Oosterhout, et le numéro 13 dans notre pays, c'est notre monastère de la Visitation à Krainem, construit dans les années 1928 à 1930, en 2 ans à peine, ce qui est un exploit. Alors, durant son séjour aux Pays-Bas, Paul Bello a été très inspiré par le fait qu'aux Pays-Bas, on employait énormément la brique comme matériau de construction. Matériau pas cher, mais qui permettait de jouer sur les couleurs, les formes, l'orientation des briques, etc. Et Bello a rencontré aux Pays-Bas beaucoup d'architectes néerlandais qui avaient construit avec des briques de manière très inspirante. Donc il a été très inspiré par le savoir-faire des Néerlandais en matière de construction en briques. Alors je mentionne juste le numéro 12 à côté du numéro 13. Ce numéro 12, c'est Vépion, où on avait prévu un monastère de religieuses bénédictines.
Et donc il y a des bâtiments provisoires qui ont été construits, mais qui ont été détruits malheureusement par la suite. Et on n'a jamais construit les bâtiments définitifs. Donc le 12, au fond, ne compte pas, on ne peut pas, il n'y a plus rien à voir. Puis, dans les années 30, Bello retourne en France et il réalise, outre l'abbaye Saint-Paul de Visque, où il établit son atelier, plusieurs autres projets. Donc vous voyez qu'il y a plein de petits numéros à Paris, à Montpellier, un peu partout, à Solesmes aussi. Donc nous allons tout à l'heure montrer quelques exemples qui nous permettront de dégager les grandes caractéristiques de sa manière de construire. Mais d'abord, il est nécessaire de comprendre sa philosophie, la vision d'ensemble qui sous-tend sa manière de construire les bâtiments. Om Bello zijn architectuur te begrijpen, is het van belang om zijn filosofie te kennen, want zijn architecturale uitgangspunten zijn gebaseerd op zijn filosofie. In Canada heeft Bello hier een lezingreeks over gegeven als professor voor architecten in opleiding. En hij deelt die lezingen op in 2 delen. In het eerste deel legt hij uit waarom hij het wil doen. Wat is zijn uiteindelijke doel? En dat legt hij dan uit in die lezingen. En het komt er uiteindelijk op neer dat het ervaren van schoonheid zijn uiteindelijke doel is. En in het tweede deel legt hij het meer technisch uit. Van hoe heeft hij het gedaan? En in deze lezingen gaat hij in, onder andere over verhoudingen, op het ritme. En daar wil ik het later ook over gaan hebben. Hij stelt zich dus eerst de hoofdvraag. Het is nu een overzicht van alle lezingen die hij gegeven heeft. Dus in het eerste deel zegt hij, waarom doe ik het? Ten eerste, door het vernieuwen van de kunst. Le renouveau de l'art. Hij wou dus de kunst vernieuwen en dat op een totaal nieuwe stijl. En dan vraagt hij zich ook af van, wat zijn dan de voorwaarden voor zo'n echte stijl? Les conditions d'un vrai style. En wanneer heb je echt iets moois? Wanneer is iets tijdloos? Les conditions intemporelles du beau. Dat je zegt, wauw, dit is het, een aha-erlevenis. Dat wil hij dus opbouwen, maar dus niet zweverig, nee, op een hele rationele manier. Vanuit het formalisme, vanuit de vorm, la vorm. En dan stelt hij zich een tweede hoofdvraag van, hoe doe je dat dan? En dan zegt hij ook dat je eerst de vorm opbouwt en dan pas de kleur. Voor hem komt de kleur altijd na de vorm. De kleur accentueert de vorm. En dus la primauté de la forme sur la couleur. Daarna gaat hij ook uitleggen hoe je dan zo'n goede vorm gaat opbouwen in de proportion. En uit deze ene vorm kan je ook weer andere vormen opbouwen. Net zoals bij het spel van kinderen met blokken gaat hij dus de vormen uit elkaar laten voortkomen, zeg maar. En daar kan je dan tenslotte weer de kleur op toepassen om gewoon een totaal kunstwerk te maken. Dat is dus echt zijn uiteindelijke doel. We kunnen natuurlijk dan hieruit concluderen dat zijn leuze was, dat heeft hij ook altijd gezegd, zijn leuze was innover selon la tradition, ofwel innoveren volgens de traditie. Hij is dus geen traditionalist, hij is dus niet van we moeten het doen zoals vroeger, nee, hij wil dus de traditie verbeteren om zo tot iets totaal nieuws te komen. Hij wil referentievoorbeelden uit het verleden terughalen, maar dan in een betere, een innovatievere versie. En daarom laat hij ook zijn echte materialen zien, zoals baksteen. Hij is tegen nepvormen, tegen neo-stijlen, tegen imitaties, geen pleisterwerk, geen kitsch, nee, hij wil echt puur zijn. En als Benedictijn gaat hij daarvoor terugkijken naar de schoonheidsfilosofie van Thomas van Aquino. Die stelt dat iets is mooi, iets gaat ons zo enthousiast maken als onze geest ervan kan genieten. Als het ons raakt
En iets gaat ons raken via onze zintuigen, via onze ogen, via onze oren. En gaat het onszelf dan prikkelen. En dat kan enkel door onze kennis, omdat we onszelf erin herkennen. En zeggen dat we onszelf erin weerspiegeld zien. En dan dat het bijvoorbeeld ook bij muziek, dan gaan we die schoonheid intuïtief aanvoelen. En dan ontstaat onze bewondering voor iets. En als we dit zien en herkennen, brengt het ook stilte en rust, die sereniteit. En het uiteindelijke doel van Don Bello daarbij was, en de Benedictijnen, was het opwekken van een extase of een religieuze ervaring. Van, En dat brengt ons dus bij de essentie van zijn theorie. Dat is de schoonheid van beauté. En daar heeft hij dus ook een definitie voor ontwikkeld. De schoonheid is voor hem dus een interne ordening van alle onderdelen. Als die zich op elkaar verhouden, zodat we dat ook intuïtief als goed zien, als kloppend. En dit kunnen we erkennen door de gaafheid van de vorm, de harmonieuze verhoudingen en ook de helderheid van ontwerp. Het moet heel duidelijk zijn. Dit brengt ons dan bij de verhoudingen, de vraag van hoe moet ik dit dan doen? En dit is best een pittig en moeilijk stuk. En daar moet ik dan ook teruggaan naar zijn eigen tekst, die hij geschreven heeft in de proportion. Omdat ik dan wil duidelijk maken dat hij deze theorie echt helemaal zelf bedacht heeft en ook zelf heeft toegepast in zijn projecten. Hij heeft dus een korte tekst over geschreven en die ga ik hier even een korte Nederlandse vertaling bij geven. Dus in 1914 werd ik naar Oosterhout gestuurd, dus ik ben nu even Bello, om een kerk te bouwen die uiteindelijk nooit werd gebouwd door de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. En na de oorlog had hij vrij veel tijd en ontving hij foto's van prachtige Griekse kapitelen die hij probeerde na te tekenen als oefening, maar uit zijn hoofd dan. En door al die pogingen verloor hij zijn zelfzekerheid. En hij was ervan overtuigd dat hij tot helemaal niets in staat was en dat de Grieken zelf, dat die geniaal waren. En toen heeft hij dus meerdere oefeningen gedaan. En toen begon hij toch wel steeds meer de kunst van de oudheid te begrijpen. Maar hij begreep toch nog steeds niet hoe ze die schoonheid tot stand konden brengen. En toen greep hij terug naar de ideeën van Don Lenz, dus een Duitsman. En die had een boekje geschreven over de juiste proporties van het fundament van alle schoonheid. En er was nog een andere Benedictijn, Don Wolf. Die had gemerkt dat alle antieke tempels ontworpen werden volgens een hexagram. En hij had nog een ander idee fix van hem, dat was de gulden snede. Dus het was hem niet helemaal duidelijk, maar hij had vernomen dat sommige mensen met een passer de juiste proporties konden bekomen, maar dat leek hem veel te ingewikkeld en te moeilijk. Dus had hij het idee van, ik ga een tekendriehoek gebruiken. Dus vroeger werd een tekendriehoek gemaakt. En zo ontstond, volgens Don Bello, zijn mysterieuze tekendriehoek. En volgens hem, dat zei hij ook nog, dat wie die kan gebruiken, die raakt in vervoering. Want het is dus echt een goed instrument, een goede ontwerptool. Alleen het is echt moeilijk en het vraagt veel oefening om die te kunnen gaan werken en onder de knie te krijgen. Dus het is best een pittige tekst. Misschien wel je ook niet helemaal veel wijzer van wordt, maar ik ga proberen om het een beetje te duiden. Dus we weten inderdaad uit verschillende bronnen dat Bello met een harmonieuze reeks maten heeft gewerkt, uitgaande van lijnen die hij heeft gemaakt met zijn gulden snede driehoek. En dat was een soort vakgeheim dat hij bij al zijn projecten gebruikte. Dus vroeger tekende de architect dus met de hand, hij had een lat en dan had je een tekendriehoek van 30 en 60 graden. En hij is die hoek van 60 iets gaan aanpassen naar 58 graden, zodat het net de gulden snede verhouding is. Want dus dat moet je even goed onthouden. Ik ga het niet te moeilijk proberen te maken, maar de gulden snede verhouding, dus dat komt echt uit het archief, zeg maar. Daar heeft hij dus mee gewerkt, dat heeft het maar laten maken. En dat is bij wijze van de enkele verhouding van 3:5. Dus als je dat in vierkantjes zou uitwerken. Dus,
dus nog steeds wel dezelfde vraag van hoe heeft hij het eigenlijk gedaan? En hij heeft dus ook wel gezegd dat het geen makkelijk systeem was en dat het heel veel studie vergt. Maar dus volgens hem is het dus wel een goed systeem met veel soepelheid. En het is volgens hem zelfs een verbetering van de systemen uit de oudheid. Maar ja, hoe is hij er dan op gekomen? Dat is toch nog steeds niet erg duidelijk uit zijn lezing. Daar verklaart hij dus verder over dat hij dus een manier zocht om zijn werk meer kracht en uitstraling te geven. En dat hij dus inspiratie zocht in een boekje van de abdij van Beuron in Duitsland. Dus ook een Benedictijner abdij, dus waar architect, schilder en beeldhouwer Don Bello verbleef. En die Don Lens, die had een heel beknopt boekje geschreven met zijn theorie, maar die theorie bleek voor Don Bello wel echt een revelatie te zijn. Want door die theorie kon hij dus alle theorieën die hij vroeger op school had geleerd, plots beter plaatsen en begrijpen. En zag hij diezelfde ideeën ook weer terug in oude gebouwen uit de middeleeuwen. En wat was nu precies die theorie van Lens? Dus dat is de volgende, ja, deze dan. Dus Lens die zei, het is niet zo heel moeilijk, dat rust en regelmaat in de kunst was volgens Lens te vinden in de verdeling van de octaaf. Een octaaf zijn 2 vierkanten, of een vorm van 1 bij 2. En de verdeling daarvan in 3'en. Dus als je 2 vierkanten, zo, als je dat verdeelt in 3'en, dan heb je dus eigenlijk, en als je dan gaat spelen met 10 maten, dus als je er een derde bij doet, heb je, heb je maat, kan je uit dezelfde 1 bij 2 ook een maat houden van 4 bij 3. Dus als je er steeds een derde bij doet, kan je 3 bij 4 of 3 bij 5 krijgen, net als je met blokken speelt, zeg maar. En hieruit, als hij ziet dus, als je deze maat dus laat gooien met dezelfde verhouding, krijg je hier een harmonieus systeem van dezelfde maten. En daarbij verwijst hij dus ook nog bijkomend naar een theorie van Don Wolf, een Oostenrijkse Benedictijn, die dan weer verwees naar het hexagram of de Davidster, die dat dus zei van alle maten uit de oudheid zijn bepaald vanuit deze ster. Dus priesters in de oudheid gebruikten ook een cirkel om hun maten uit te zetten. En zo'n hexagram of een Davidster zijn eigenlijk 3 driehoeken van 60 graden die je kan uittekenen met de straal van de cirkel. Dus, en die 2 theorieën, dus daarvan Don Lens en Don Wolf, gaat Don Bello combineren en hij maakt dus eigenlijk een soort creatieve stap. Want hij vond dus het hexagram te moeilijk van Wolf, dus heeft hij zijn tekening genomen en heeft hij naar zijn zeggen dus een manier gevonden om met die tekening op diezelfde maat te komen. Dus dan, dit is dan de gewone, zeg maar, de tegendruk, die je kan gebruiken, je kan het iets zo, je kan als je 2 vierkanten hebt, een lijn tekenen en daar kom je iets uit en dan kan je door die grafische handelingen komt hij dus tot verschillende basismaten, basisverhoudingen die zichzelf wel tegenover elkaar verhouden. Het is dus die vrij ingewikkelde schets die hier rechts staat. Maar dat zegt Don Bello dus zelf, dat hij daar mee gewerkt heeft en dat dan overal heeft toegepast. Dus met die tekendriehoek en die grafische manier van tekenen komt hij dus terug bij dezelfde verhoudingen van het dubbele vierkant of 3 bij 5 of 3 bij 4 of 3 bij 7 en heeft hij zichzelf, zoals je daar hebt proberen uit te tekenen, dat is diezelfde figuur, maar dan kan je dus, ik kan ook in die figuur vierkantjes zien. Dus hij heeft zo zichzelf een manier gevonden om snel te kunnen verdelen, zou je kunnen zeggen. Voilà, donc la conclusion de cette explication, qui n'est pas forcément simple pour tout le monde, c'est que Don Bello a développé un système, l'équerre, comme outil de conception. Et tout ça est complexe, mais il utilise, ou il veut utiliser le système de manière souple pour concevoir librement.
et pas du tout de manière dogmatique. Donc, grâce à cette méthode de conception, il arrive à obtenir des proportions harmonieuses qui l'aident à concevoir le bâtiment et qui l'aident surtout à faire un bâtiment où on puisse faire l'expérience de la beauté. Ça, c'est le but ultime. Alors, nous allons maintenant être un petit peu plus concrètes et parcourir quelques-unes des réalisations de Don Bello. Et donc son premier projet, tout comme nous l'avons déjà vu, c'est l'abbaye d'Oosterhout aux Pays-Bas, commencé en 1906-1907. Alors, plusieurs phases de construction. Ce que vous voyez à droite, ce n'est pas une chapelle, même si vous avez l'impression d'être dans un espace qui fait penser à une chapelle, c'est le réfectoire. Oui. Et à gauche, vous avez le couloir autour du cloître avec une double travée qui est assez large donc et imposante. Ça a été donc le coup d'essai de Don Bello. Et avouez que c'est déjà assez impressionnant. Alors, je vais attirer votre attention sur une chose, c'est qu'à cette époque-là de sa carrière, donc vraiment au début, Don Bello utilise encore l'arc ogival, c'est-à-dire gothique, vous savez, qui forme une espèce d'angle un peu pointu au sommet. Et nous allons voir tout à l'heure que cet angle ogival, il va l'abandonner à un moment donné pour passer à autre chose. Alors, la dia suivante nous montre l'abbaye de Quor, donc sur l'île de Wight, commencée en 1907-1908. Donc, ce que vous voyez là, c'est l'église abbatiale qui a été construite dans les années 1910-1912. Donc, il y a quelques éléments caractéristiques. Une nef assez étroite, une nef centrale assez étroite, et des nefs latérales également très étroites. Donc, ce que vous voyez sur l'image d'extrême droite, c'est vraiment comme un tuyau étroit, mais pour lequel Don Bello s'est inspiré des églises médiévales du sud de la France. Alors, j'attire aussi votre attention sur... on peut revenir à la dia précédente ? Oui. Voilà, ce qu'on aperçoit là, je ne sais pas si vous voyez clairement, au fond du porche, il y a le premier claustrat. Le claustrat qu'on voit de l'intérieur dans l'image du milieu, c'est-à-dire un mur percé d'orifices, des jours au fond, c'est un mur ajouré, et donc il s'agit de jouer avec la lumière, de faire rentrer la lumière des deux côtés. Comme à Oosterhout, la brique domine à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cocorico, les briques de Don Bello venaient de chez nous, à Zandvoort, près d'Ostende. Il y avait une bonne brique que Bello connaissait et qu'il a utilisée avec fidélité, avec plusieurs formes, des couleurs, etc. Alors, le chantier de Quor s'est poursuivi jusqu'en 1914, date à laquelle on revient à Oosterhout. Oui. Là, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intention était d'abord de faire une église abbatiale, mais ça n'a pas réussi, ce projet a avorté. Et donc, oui, on m'entend toujours ? Alors, la planche de salut, c'est le troisième micro. Oui, voilà.
Donc, ce que vous voyez là, c'est le sanctuaire. Donc, un simple sanctuaire, donc beaucoup plus petit qu'une église. Dombello lui-même en était très satisfait. Il disait « J'ai enfin compris l'art de bâtir médiéval et ce que j'ai fait là, c'est un chef-d'œuvre. » Et là, on voit par exemple le claustral s'épanouit. Vous voyez, à droite, toujours ce mur percé de formes géométriques. C'est vraiment une des marques de fabrique de Dombello. Et ce qu'on voit aussi ici, en particulier dans la coupole, c'est la manière dont il utilise les briques colorées dans la voûte. Alors, dans les années 20, Dombello va aussi peu à peu construire autre chose que des abbayes. Et voilà un autre exemple, c'est une petite chapelle qui existe toujours et qui est dans une chapelle de cimetière, la chapelle de Bloemendaal, Saint-Adalbert à Bloemendaal, près de Haarlem. Donc, alors, un très très bel édifice, pas très grand, mais qui s'inspire de la très fameuse église de Ravenne, Saint-Vital. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais tout le monde se souvient, tout le monde a en tête les superbes mosaïques de l'empereur Justinien et de l'impératrice Théodora. Eh bien, ça, c'est Saint-Vital à Ravenne. Bon, donc, c'est aussi un édifice octogonal avec une coupole, mais ici, tu peux revenir à la... Voilà. En fait, la coupole ne se voit pas de l'extérieur parce que Dombello a surmonté la coupole d'un toit. Et donc, il faut rentrer à l'intérieur de la chapelle pour voir la magnifique coupole avec de nouveau des jeux de couleurs, de briques et les dessins qu'ils forment. Une autre particularité qu'on va retrouver dans le monastère de Krainen, dans la chapelle des religieuses, c'est que cette coupole ne repose pas sur des murs, mais sur des piliers. On le voit peut-être mieux sur cette image-ci. Et ces piliers sont faits de briques colorées. Donc vous voyez aussi que le sol est très coloré. Donc la couleur, c'est vraiment un élément très important dans l'art de Dombello. Il joue de la lumière pour obtenir ces effets de couleur chatoyants sur le pavement. Et maintenant, Madame Dauet va vous parler des édifices de Eindhoven qu'elle a étudiés de manière très détaillée. Ja, dus zoals ik net al verteld had, was het eerste project dat ik heb gezien van Dombello is de kapel van het Augustijns College in Eindhoven. Dus die kapel is te bereiken via een trappenhal. En hij zocht toen ook, dat was dus de eerste gebouwen die dan, was dus een school die buiten de abdij heeft gebouwd. Die ging ook samenwerken met andere architecten, zoals hier de broeders van de Leur. Maar verder bleef hij wel zijnzelfde principes van religieuze architectuur toepassen. Hier zie je ook bijvoorbeeld dat hij dezelfde kleurenbaksteen blijft gebruiken en ook dat de voegen ook een bepaalde kleur hebben en die voegen dan helemaal ondersteunen. De glasramen hier, zegt hij zelf, is een verwijzing naar de 12e eeuw en de boorconstructies van zijn bakstenen zijn ook al in het zicht gelaten. Het is dus ook een gave eenheid van vorm en kleur. Ik kan dan doorgaan. Ja. En uit deze kapel blijkt dat hij hier zijn gelukkige verhoudingen ook al had bedacht. En daarvoor, om dat bijvoorbeeld aan te tonen, heeft hij ook in een portfolio van 1927 een stuk van de gevel uitgetekend als aquarel. En daar zie je dat hij dus met gekleurde bakstenen werkt. En het lijkt net een haast pianotoetsen, dus die hij met verschillende kleuren aangeeft, omdat hij daarvan zijn matensysteem of zijn ritmes in aangeeft.
Een volgend werk in Eindhoven dat ik bestudeerd heb is de Heilig Hartkerk. Is eigenlijk de laatste kerk die hij gebouwd heeft op Nederlandse bodem. Ook een hele gave kerk, vooral het interieur. En zijn exterieurs zijn vaak minder indrukwekkend, maar zijn interieurs zijn altijd heel erg belangrijk. Daar heeft hij veel aandacht aan besteed. En in al zijn ontwerpen heeft hij ook altijd heel veel aandacht gegeven aan de boogvorm. En heeft hij steeds verder geperfectioneerd. En zo in Eindhoven, die hij dus terzelfde tijd gebouwd heeft als het klooster van de Visitatie, kan je zien dat die boogvorm al helemaal ideaal is geworden. Dus eigenlijk al die eivorm die hij zegt te hebben. En ook deze boogvorm blijkt dan uit de schetsen, uit het archief, dat hij ook daar weer zijn gulden snede driehoek voor gebruikt om die allemaal op te bouwen. Het is ook zo dat het grondplan van de Heilig Hartkerk, dat hij die later zal gebruiken in Canada als belangrijk voorbeeld voor de architecten van zo moet het. En ook in het grondplan toont hij aan dat hij al zijn vormen met die driehoek heeft opgebouwd en met zijn verhoudingssysteem. Vanuit Oostenrijk gingen we dan naar Noord-Frankrijk in Gent. Dat wordt ook gezegd, daar heeft hij dan zijn eigen abdij gebouwd met de opbrengst van het klooster van Kraïnen. En daar gaat hij ook zijn eigen ontwerpmethode helemaal weer verder uitwerken. Het is duidelijk dat hij zijn eigen stijl helemaal volgroeid is. Ook het kleurenplan wordt in het interieur helemaal uitgewerkt. En ook hier weer gebruikt hij dezelfde Belgische baksteen. Maar er zitten dus wel steeds nieuwe vormen mee. En hij heeft echt een hele rijke vormentaal. En het is ook wel, zijn hele team komt ook mee. Dus hij is echt een netwerkman. En er zijn dus mensen die van Oosteruit altijd met hem mee naar Frankrijk verhuizen. En daar, het is ook heel bijzonder eigenlijk dat hij daar gewoon een heel architectenbureau ruimt in een abdij. Dan door de crisis van de jaren 30 moet hij dus naar Canada vertrekken, waar hij het monastère Saint-Benoît-du-Lac heeft gebouwd, waar hij ook is gestorven. Dus hij heeft ook heel hard gewerkt. Ja. En dat is nog, ja. Canada. En daar is het dak van de toren is een referentie naar Frankrijk, uit nostalgie voor zijn geboorteland. Dat is dus, in Canada is het ook een slotklooster, net zoals Kraïnen was, maar een slotklooster voor mannen. Daar in het private deel heeft hij een betonnen speeltrap geplaatst. Niet toegankelijk voor leden, maar wel heel bijzonder. Het is dus een abdij van de congregatie van Solem en momenteel zijn er nog steeds 25 Benedictijnen die in een slot verblijven. Ten slotte heeft, we gaan er snel doorheen, omdat het meer een overzicht is van zijn werken, zeg maar. Heeft hij in Canada ook nog het Oratoire Saint-Joseph in Montréal mogen bouwen. En dat is ook echt een heervol project dat hij samen met andere architecten heeft mogen bouwen. Dus dan tenslotte zien we ook nog een overzicht van alle projecten, een projectlijst eigenlijk, komt er nog na. Dus dan zie je hoeveel hij echt gebouwd heeft op verschillende plekken. En dan kan je ook zien dat Kraïnen, wat dan aangelegd is daar, ook op een cruciaal moment is gebouwd. Het is ontworpen nog in Oosterhout, in Eindhoven. Maar wel gebouwd op het moment dat hij van Nederland naar Frankrijk ging. En met die opbrengst van het klooster is dus ook de abdij in Wisk verder uitgebouwd. Et voici la partie longuement attendue. C'est chez nous que ça se passe. Voilà. Alors, donc, on va maintenant se concentrer sur le monastère de la Visitation. Et donc, nous allons aborder quelques points. Et je commence par la typologie d'un monastère de religieuses cloîtrées. Donc, il y a un petit plan à côté avec différentes couleurs.
En fait, les religieuses cloîtrées ne pouvaient pas avoir de contact avec, évidemment, surtout de la période qui précède Vatican II, où les religieuses cloîtrées consentaient véritablement à un enfermement. C'était un enfermement volontaire pour vivre dans le silence. Donc elles ne sortaient pas, ne voyaient pas leur famille. Par contre, il y avait quelques religieuses et sœurs tourières qui, elles, étaient chargées de gérer les relations avec l'extérieur. Donc, si on regarde ce plan, on voit qu'il y a en dessous des parties en gris. Vous reconnaissez peut-être, si vous connaissez déjà un petit peu le monastère de la Visitation, le sanctuaire destiné aux laïcs, au public, vous et moi, et le carré au-dessus, c'est le sanctuaire proprement dit, où le prêtre dit la messe. Mais le prêtre, c'est aussi quelqu'un d'extérieur, donc il ne pénètre jamais dans la clôture. Et puis, dans l'aile au sud-est, vous avez aussi des espaces grisés qui sont les espaces de contact entre les sœurs tourières et le public. Entre autres, là on va pouvoir prendre l'autre, la dia suivante. Oui, voilà, un exemple typique d'espace partagé. C'est le parloir, le grand parloir, donc avec une vitre et une grille, mais qui à l'origine descendait vraiment jusqu'au bas, qui sépare la sœur tourière de la personne qui vient apporter quelque chose, des médicaments, un petit colis, etc. Donc, dans ce parloir, il y avait aussi une armoire, le tour, comme on l'appelle, qui sert à justement passer quelque chose. Oui, passer à la dia suivante. Voilà. Donc, symbole très éloquent de cet enfermement, voilà la porte qui donne accès à la clôture. Et il y a une chose qui est quand même très frappante, il n'y a pas de clenche à cette porte. C'est une porte à sens unique. La religieuse qui rentre au couvent passe par cette porte, mais il n'y a pas de retour. Voilà. Donc on voit sur cette porte, là aussi, les formes géométriques qu'on retrouve partout dans l'édifice. On va prendre la dia suivante qui nous montre une image de ce qu'était le monastère juste après sa construction. Vous voyez qu'on est au milieu de nulle part, il y a des champs tout autour, mais c'était volontaire évidemment, c'était le vœu des religieuses de quitter Bruxelles, car elles étaient d'abord à Bruxelles, pour être hors du monde. Donc vous voyez là la chapelle des laïcs qui ressort, le toit pointu surmonte le sanctuaire des prêtres, et il y a une autre tour qui est contre le mur de la chapelle des religieuses. Et à droite, vous avez une image du chantier en construction avec en noir Dombello qui est sur les échafaudages en train de surveiller les travaux. Oui. Voilà. Alors, une vue d'ensemble du cloître dans le jardin. Donc vous avez une représentation schématique avec un mur d'enceinte qu'on aperçoit en rouge tout autour, la construction en carré, le cloître là, qui regroupe tous les espaces de la clôture, et puis l'aile qui dépasse qu'on a vu il y a un instant,
À droite de l'édifice principal, vous avez la maison de l'aumônier, et encore à droite, la maison qui fonctionnait comme conciergerie. Et puis il y a dans le jardin un verger, un potager, un petit cimetière qui est dans cette partie-ci. Donc au milieu de la partie, voilà, la flèche qui se met dessus. Il y avait un potager, un jardin d'herbes aromatiques et beaucoup de conifères dont malheureusement il ne reste plus grand-chose. Ils ont beaucoup souffert de la sécheresse. Alors ce bâtiment, ce monastère était immense. Il était prévu pour 60 religieuses. Donc quand on est dans le jardin du cloître, on aperçoit au premier étage les fenêtres de 40 cellules, et puis à l'étage supérieur, il y a encore place pour 20 chambres, donc ça faisait 60 en tout. Ça paraît extrêmement ambitieux, mais il faut se reporter à une situation telle qu'elle existait à l'époque. L'Église catholique était très présente, les gens étaient très pratiquants, et donc les vocations étaient aussi très nombreuses. Alors maintenant, on va voir ce que deviennent la théorie des proportions dans ce bâtiment de Crayen. Ja, misschien ga ik er terug kort hebben over de verhouding in het klooster. Dus bij die toren, om te bewijzen dat het echt gedaan heeft met zijn gulden snedendriehoek, zie je hier een schets vanuit het archief, dat hij ziet dat hij ook hier alles opgebouwd is volgens het systeem. Ook in het grondplan van het klooster zie je dat alles opgebouwd is uit vierkantjes. Ook de binnenhof, alhoewel het niet helemaal vierkantig is, maar 7 vierkanten bij 8 vierkanten. Ze hebben allemaal opgebouwd met een vaste maat, met een vast ritme van vierkanten. Zeker in de kloostergang is het erg duidelijk. Dat is een repetitie van vierkanten. En ook op de vloeren, echt een soort architectuur parlant, deelt hij alles nog een keertje extra in vierkantjes. Dus nu zie je dat de vloer verdeeld is in 3 vierkanten, met verlicht met 3 ramen erbij. En dat geeft al een hele rustige sfeer. En zo is het hele gebouw opgebouwd. Ook als we gaan kijken naar de kapel van de kloosterzusters, of la chapelle des religieuses, zie je dat in zijn grondplan is het eigenlijk een grondplan met een maat van 3/5, zijn gulden snedemaat. En als je dan, en hij heeft het ook helemaal verder uitgewerkt, en dat kan je dan in heel het klooster terugzien. Ook het priesterkoor zelf is een vierkant, dat hij gaat weer verdelen of verdraaien. En zo ontstaat er dus een gelijkvormigheid door herhaling in alle onderdelen van het klooster. En met name ook de baksteen, die erg kleurrijk is, die verscherpt dan weer die vorm, wat we ook net gezien hebben in zijn theorie. Dus die gaat dan die vorm accentueren en verder uitwerken. En die gebruikt ook verschillende kleurnuances, van geel naar rood en wit. En ook boven de ramen en de deuren werkt hij dan met allemaal vernieuwende vormen. Ook van bijvoorbeeld die geglazuurde bakstenen komt het allemaal terug. Maar het allerbelangrijkste bij het Bello is uiteindelijk de boogvorm, die als een overkoepeling over de ruimte de eenheid geeft. Dat zien we vooral in de kapel. En hij ziet de kapel dan als een religieuze man, als een schuilplaats voor gekwetste zielen. En die wil hij een soort van geborgenheid geven, troost. En die boog ziet hij als een omarming die bescherming biedt en die, waar mensen kunnen gaan schuilen en gaan bidden. En dus daarom heeft hij zijn klooster ook een eivormige boog gegeven, een vorm die dan totaal nieuw is en hij ook helemaal zelf heeft ontwikkeld. En die het hele gebouw een intiem karakter geeft en van stilte en overpeinzing. En gewoon een mooie
mooie eenheid. Opvallend is zeker ook het hek tussen de kapel en het priesterkoor. Want dus vroeger echt ook een echte grill was, echt nog meer gesloten. Dus de kloosterzusters die konden dus enkel kijken naar de priester. Er was geen fysiek contact mogelijk. Het is dus duidelijk een echt slotklooster geweest. Maar in het hele gebouw werkt hij dus met open en geslotenheid, met lichtinval, met kleur. En het hele klooster heeft daardoor een stijl van zachtheid, rustgevendheid. En daarmee roept hij een manier op van zijn, een soort geest van schoonheid, wat ook zijn bedoeling is geweest. Oui, donc nous arrivons à la conclusion. Ce monastère a été conçu comme une œuvre d'art intégrale. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, tous les détails sont réfléchis, disposés comme il faut pour obtenir cette idée de beauté. Et certainement que ce monastère peut être considéré comme un des sommets de l'œuvre architecturale de Don Bello. Donc nous pouvons légitimement être fiers d'avoir un tel joyau dans notre commune. La beauté est aussi liée à l'homogénéité, à la cohérence de l'ensemble. Et en fait, ce monastère, il est toujours ce qu'il était il y a près d'un siècle. On n'a pas fait de remaniement, on n'a pas touché à ce bâtiment. Et donc, l'ensemble reste très très cohérent. Ce monastère, il est là pour apporter la paix, la sérénité, par ses proportions, par ses matériaux, par sa luminosité. C'est véritablement un lieu fascinant. Donc je comprends la fascination de Madame de Witt quand elle a vu pour la première fois les bâtiments de Don Bello à Eindhoven. En fait, quand j'ai pénétré moi-même la première fois dans le monastère, j'ai été absolument fascinée parce qu'on voit bien qu'il y a une technique de construction qui est raisonnée, mais qui ouvre à une dimension, à un espace spirituel. Et donc cet exposé et les recherches de Madame de Witt montrent que le silence naît lorsque nos sens sont mis en éveil par la beauté. La nature est capable de nous donner de telles impressions, peuvent nous fournir une telle expérience, mais la beauté peut aussi émerger du travail de l'être humain. Et c'est ce que ce cloître de la Visitation nous montre. Voilà, c'est par là que nous terminons. Et maintenant, si vous le voulez, mais on va demander à Manu, s'il est en haut, de remettre un peu de lumière dans la salle. Voilà, parce que, à vrai dire, vous étiez tous plongés dans le noir, donc c'est comme conférencière, nous avions un peu de mal à discerner. Alors, je pense que nous n'avons qu'un seul micro, et donc je vais me rapprocher de vous. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont des questions? Oui, bonjour, merci pour cet exposé vraiment très intéressant. Et moi j'avais une question concernant l'œuvre d'art totale. Est-ce que le mobilier fait partie de la création de Don Bello? Donc j'ai vu des chaises à dossier triangulaire qui rappelaient des fenêtres, les menuiseries. Est-ce que lui-même a conçu tout cela un peu comme Horta, dont on disait que son œuvre est une œuvre d'art totale? Oui, c'est bien ça. C'est vraiment, il a vraiment tout fait par lui-même. Il a tout construit. Le meuble aussi, oui.
On a montré à un moment donné une photo de la chapelle des religieuses où on voit, voilà, stop, la suivante. Voilà. Vous voyez le chemin de croix là? Vous voyez? Eh bien, il y a des dessins dans les archives de Dombello. Il a dessiné lui-même le chemin de croix. Vous voyez? Donc il avait vraiment prévu un tas de détails de la décoration intérieure aussi, le claustrat, les grilles, tout ça a été dessiné. Oui, tout à fait. Si j'ai bien compris, il est passé par Solem, en is in Solem ook geweest. Solem is een recente constructie, meen ik, de abdij van Solem. Heeft hij daar ook een bijdrage aan de gebouwen gedaan? Ja, hij heeft een kleine bijbouw in Solem gedaan. Zijn Bello gezegd monnik van Solem. Dus hij is ingeschreven, daar is hij ingetreden in Solem. En ja, in het boek, daar staat eigenlijk een kleine bijbouw gedaan. Maar ik ben persoonlijk nog niet in Solem geweest. Ja. Maar daar heeft... Mag je straks doorbladeren? Ja. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé ou il a dit? Vous pouvez faire un résumé? Oui. Nee, maar herhaal de vraag van Karin. Over welk gebouw ging het? Van Solem. Solem, ja. Oui. Donc l'abbaye de Solem, la congrégation bénédictine de Solem, c'est une abbaye ancienne, mais dont Bello est intervenu aussi dans la construction, je pense que c'est la bibliothèque qu'il a faite. Je pense Oui, hein. Oui. Donc pas à la base de l'abbaye, mais il a contribué effectivement à ajouter un bâtiment qui était la bibliothèque. Merci pour la conférence. Et j'ai essayé de chercher les visitandines sur Internet, sur Wikipédia, et j'ai trouvé d'autres bâtiments de Dombello. Et il y a assez d'informations sur sa vie et son ouvrage, mais pas les visitandines. Donc, est-ce que j'ai mal cherché? Ou est-ce que c'est un travail que vous devez encore faire? Parce que ça serait bien de... Vous voulez dire les visitandines de Krainen? de Krainen. Oui, ça c'est bien Dombello, oui, aucun doute là-dessus. Pourquoi ça n'existe pas une description sur la Wikipédia, qui est la source? Parce que Wikipédia va d'abord penser à Annecy, qui est le berceau de l'ordre des visitandines, et où d'ailleurs Dombello a aussi construit quelque chose. Je vous dis, il y a pas mal de monastères, d'autres travaux, d'autres œuvres d'art. Et c'est peut-être le point de vue français qui a tendance à un peu ignorer ce qui se passe en Belgique. Je sais pas. Peut-être c'est au tourisme de ces villes-là de le mettre. Parce que... Allô, bonjour. Pardon, je voulais juste ajouter que Wikipédia, déjà, ce sont des volontaires qui le font, ce n'est pas la vérité absolue. C'est en général assez bien fait, mais ce sont des volontaires. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait la page, qui n'a pas les connaissances sur les visitandines de Krainen, cette personne ne va pas ajouter. En fait, si on veut, on peut l'ajouter nous-mêmes. Voilà. Donc, voilà. Ah, ok, ça voulait. Ok. Ah, bonne idée. Vous savez, c'est peut-être pas non plus tellement étonnant. Wikipédia s'adresse évidemment aux gens qui peuvent aller visiter et voir des choses. Ah oui, c'était très très fermé. Donc personne ne pouvait jamais rien voir. Oui, mais à partir de la dernière. Ah, ça va changer. Ça va changer. Oui, c'est pas bon. Grâce au micro, j'ai une bonne voix. Vous avez dit que le monastère précédent était installé à Bruxelles.
centre, mais je ne sais pas où. Non, je ne sais pas non plus. Non. Non, c'est à rechercher. Oui, on va chercher pour essayer de trouver la réponse. Alors, j'ai une petite question d'ingénieur, mais il y avait une foto très intéressante. Ik zal het in het Nederlands zeggen. Er was een heel interessante foto bij het opbouwen van kleine bouwwerken, metselwerk, in de aanwezigheid van Don Bello. En ik stel me de vraag, wat is er bijzonder aan die bogen, de vorm van die bogen? Heeft dat iets mee te maken met de theorie van Gaudi, van de omgekeerde ketting? Ik weet niet, dat dat wel interessant is om daar misschien iets over te zeggen. Ja, ik heb die vraag nog gehad, de vergelijking tussen Gaudi en Don Bello. Maar bij Gaudi is het echt inderdaad, Gaudi maakte zijn bogen met zandzakjes, dus die aan het touw hingen door de kracht. En dat gaat dus echt, door die zandzakjes ontstond die vorm. Maar bij Bello is de vorm echt ook afhankelijk van zijn systeem en bouwt hij die zo op. Maar ja, hij heeft ook heel veel verschillende bogen gemaakt. Dus, nee, wat ik gewoon wou toevoegen, dus bij het bouwen van metselwerk is het principe van de kracht altijd loodrecht te laten lopen op de voegen zelf. En ik stel me de vraag of met zijn tekening dat hij dat ook gebruikt heeft, want eigenlijk een zuivere vorm van een ketting is ondertrekken. Als je die omkeert, is dat zuiver druk. En ik stel mij de vraag of hij daar, heeft u daar iets over gelezen, want ik vind dat wel, die vorm is voor mij fascinerend. Ik heb dat nog nergens anders gezien, want het is geen gebruikelijke vorm, c'est pas un arc de plein cintre, c'est pas une ogive. Merci pour la conférence, c'était parfait. Ogival. C'est le mot inventé par Montbello. Ça dit bien ce que ça veut dire, évidemment. Je voulais simplement vous poser une question parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un petit peu axé sur ce bâtiment, enfin, pas seulement le bâtiment, mais toute l'existence de ce monastère. Et au moment où le Vlaamsgewest a décidé de classer sous occupe ce bâtiment-là, la raison en était qu'en Belgique, c'était le plus grand ensemble qui existait de Don Bello. Mais il y en a d'autres en Belgique, je crois, du côté du Hainaut ou de la Flandre orientale, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ça c'est Affligem, je pense. Oui. Il a fait il a commencé à Affligem, mais il n'a pas, c'est pas fini, je pense. C'est pas beaucoup, en fait. C'est le répertoire, ou quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas s'il a construit vraiment quelque chose, là, mais je sais qu'il y avait quand même un bâtiment, mais que la visitation était en Belgique, l'œuvre architecturale la plus importante de Don Bello en Belgique. Oui, c'était la visitation. Ça c'est vrai, oui. C'est juste. Donc, je vais vous dire, parce que donc, il y a Vépion dont on a parlé, qui a été détruit, Affligem, Transformation du réfectoire. Alors, il y a eu un projet non réalisé pour une autre abbaye de bénédictines, il y a Krainen. Lokeren, projet d'église non réalisé. Vépion, un autre monastère à Marlagne, abandonné. Et alors, un projet très important était la cité universitaire à Éverlé. Un très beau plan, zéro réalisation. Et non, Bruxelles, elle-même projet non réalisé. Vous voyez, donc beaucoup de projets avortés. Voilà, un petit quelque chose à Affligem. Et alors, certains nomment commune aussi, mais c'est pas commune en Belgique, c'est commune en France. À commune, il y a une C'est la raison de l'importance de ce monument, le monastère de la visitation à Créel. Oui. C'est la raison qui a amené la Vlaamsgewest à décider de classer ce bâtiment. Tout à
visite de samedi prochain, est-ce qu'on aura l'occasion de voir tout l'ensemble du bâtiment ou seulement le cloître? Et alors, une autre question, à quoi sert la tour? Est-ce que c'est un clocher? Apparemment, si c'est un clocher, ça ne va pas très bien avec le silence, mais à quoi sert-elle? Il a d'ailleurs été construit après le monastère, un an plus tard. Le monastère était fini en 1930, et puis en 1931, hop, on a plaqué une tour à l'extérieur, et en effet, elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est être un signal qui se voit de loin. Il y a des Il y a des cloches cloches, oui. aussi. C'est public, hein? Oui. C'est possible de visiter l'église. Oui. Donc, alors, tout, non, pas tout. Mais, alors, est-ce que tu es inscrite le matin ou l'après-midi? Oui, alors, parce qu'il y a il y aura un petit inconvénient le matin, en ce sens que on ne nous avait pas dit à l'avance qu'il y avait un office orthodoxe de 10h à midi. Alors, on pourra rentrer quand même dans les chapelles, mais on ne pourra pas y faire une explication complète pour ne pas déranger, on ne peut pas déranger. Mais l'après-midi, par contre, nous serons plus à l'aise. On verra par exemple le parloir, on verra évidemment la chapelle des laïcs, la chapelle des religieuses, le sanctuaire. On va pouvoir se promener tout autour du cloître, aller dans le jardin du cloître. Je pense qu'on pourra voir aussi le réfectoire, la grande salle communautaire. On pourra monter l'escalier et aller voir la salle du chapitre. Tout ça est prévu. La salle du chapitre est aussi un espace assez important. Par contre, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est aller nous promener là où étaient les cellules des religieuses, parce que c'est là qu'habitent les Ukrainiennes et leurs enfants. Donc là, on va quand même un peu garder nos distances. Et alors, si nous avons le temps, nous essaierons de nous promener un peu au jardin. Parce que donc il y a un cimetière, les religieuses étaient enterrées dans le cimetière de notre jardin, vergers, etc. La bibliothèque, on pourra voir. Alors, il y a plusieurs salles, effectivement, du côté ouest, mais je ne sais pas s'il y a encore grand-chose à voir dans la bibliothèque. Les livres sont partis. En fait, les religieuses ont pris tout ce dont elles avaient besoin, elles ont donné probablement aussi beaucoup de choses, peut-être que vous en savez plus que moi à ce propos. Donc, il y a effectivement du mobilier qui a été emporté aussi, je pense. Voilà, ils ont pris tout ce qui leur appartenait et qui pouvait encore leur être utile. Encore des questions? Voilà, alors merci de votre attention. Voilà. Ceux qui ont envie de feuilleter le livre peuvent le faire sans problème. Et l'article de Madame de Witt aussi peut être regardé.
Even